Maintenant accueillir Emeline Lecky. Donc, Emeline qui va nous parler de la vulnérabilité des logements à la chaleur. Déjà ça. Bah si. C'est celle de l'après-midi. Ça c'est chiant. Il faut être rapide. Rebonjour à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous parler de la vulnérabilité des logements à la chaleur et de données très innovantes qu'on a pu apparier très récemment à la cohorte Constance. Et en vrai, je ne peux pas résister à vous raconter la genèse de ce projet. Tout part d'une journée scientifique de Gazelle et Constance, au cours de laquelle, en présentant l'ensemble des données d'environnement auxquelles la cohorte fait appel, eh bien, on a eu une question d'une participante à la journée qui s'avérait également être une volontaire de la cohorte, mais également une membre de l'association des volontaires qui, en plus de toutes ces casquettes, travaillait encore à l'époque, au centre scientifique et technique du bâtiment. Il nous a expliqué que ce centre disposait de données formidables sur les bâtiments. Donc, on a fini par rencontrer les collègues que je mentionne sur cette diapositive et que je remercie beaucoup pour tout le travail. Et je vais vous raconter maintenant les données qu'on a pu obtenir. Alors, la journée remonte à quelques années maintenant. C'est aussi pour vous montrer le temps de la recherche entre la rencontre, l'idée, la demande de financement et l'obtention des financements, en l'occurrence par la plateforme des données de santé que je remercie. Alors, on va commencer par un sujet d'actualité, comme le montrent les conditions météorologiques aujourd'hui et depuis quelques jours. Il y a de plus en plus de vagues de chaleur en France. Elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses et également précoces. Ce qui fait qu'en termes d'études sanitaires, en fait, que ce soit en France ou dans le monde, il y a un grand nombre d'études sur les risques entre vagues de chaleur et mortalité. Si ça vous intéresse, il y a des rapports annuels effectués par Santé publique France. On connaît un petit peu moins les effets sur les vagues de chaleur et la consommation de soins, c'est-à-dire les hospitalisations, le recours aux médicaments, etc. Et c'est ce sur quoi le projet qui a été financé porte. Mais ça, je vous invite à revenir dans quelques années pour avoir les résultats. Je voulais aussi mentionner le rapport de la Cour des comptes de 2024 qui insistait sur le fait qu'en France, on manquait également d'études à ce sujet, notamment pour mieux caractériser les personnes vulnérables à la chaleur. Alors, ces populations vulnérables peuvent l'être du fait de leur âge. Par exemple, les enfants ou les personnes âgées sont plus vulnérables. Il y a certaines fenêtres critiques, comme par exemple les grossesses, qui rendent les personnes vulnérables. Un statut socio-économique défavorable, souffrir de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, respiratoires, mais également de certaines maladies psychiatriques. Rendent plus vulnérables. Certaines études commencent à mieux documenter les relations entre vagues de chaleur et pollution de l'air, mais on connaît beaucoup moins bien l'effet des comportements de santé, par exemple la consommation d'alcool, de tabac, etc. Et ce qu'on connaît vraiment pas bien du tout, c'est l'effet des caractéristiques du logement, et c'est là que les données dont je vais vous parler interviennent. Alors, les données font partie d'une grosse base de données qui s'appelle la base de données nationale des bâtiments, qui est donc créée et gérée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et consiste en un croisement géospatial de plus d'une vingtaine de bases publiques qui regroupent en tout plus de 400 types de données différents sur plus de 32 millions de bâtiments résidentiels ou tertiaires. Les types de données concernent en particulier, je vais vous donner quelques exemples, par exemple la morphologie des bâtiments et les matériaux de construction. J'aime beaucoup cette carte qui décrit la distribution géographique des matériaux du mur. Alors je ne sais pas si vous verrez bien sur les diapos, mais en rouge vous voyez la brique qui est préférentiellement utilisée dans le nord et à Toulouse, et le reste de la France, eh bien, vous avez la meulière, la pierre, le béton, etc. Des données très intéressantes pour les études qu'on veut faire en épidémiologie concernent l'énergie, notamment la consommation d'énergie et la performance énergétique des bâtiments.
Je vais vous raconter comment est-ce qu'on a procédé pour obtenir ces données. Eh bien, tout d'abord, on a effectué un certain nombre de démarches réglementaires pour avoir l'autorisation d'envoyer la liste de toutes les adresses postales des volontaires depuis l'inclusion au CSTB, en passant par le tiers de confiance de la cohorte qui assure la confidentialité des adresses des volontaires. Quand le CSTB a pu les réceptionner, ils ont fait des appariements à l'échelle vraiment du bâtiment. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de l'adresse vraiment exacte. Il ne suffisait pas de dire « j'habite au 92 bis rue de la Commanderie ». Il fallait aussi savoir, par exemple, si on était dans une résidence, de quel bâtiment il s'agissait, parce que vous pouvez avoir un bâtiment construit en 90 et un autre en 2000, par exemple. Il y a eu un certain nombre d'ajustements à faire, parce qu'à ma connaissance, c'était la première fois que le CSTB se prêtait à cet exercice. Donc on a un petit peu essuyé les plâtres. Et on a fait un certain nombre d'allers-retours jusqu'à ce que le CSTB puisse nous envoyer une base de données dont ils étaient certains, par exemple, après un petit peu de contrôle qualité. Il y a des indicateurs de qualité qui faisaient qu'en dessous d'un certain indicateur de confiance, le CSTB préférait ne pas nous envoyer de données. Et ces données finales étaient assorties d'une documentation très, très fournie. Et on a fait également plusieurs réunions et ateliers où ils ont pu nous proposer des recommandations d'utilisation de ces données. Alors pour commencer, parce que parmi les 400 variables disponibles, il a quand même fallu faire un choix. Notre choix s'est porté sur 3 indicateurs principaux. Le premier, c'est le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui permet d'identifier ce qu'on appelle communément les passoires énergétiques, donc qui ont un DPE F ou G. Le deuxième indicateur, c'est l'îlot de chaleur urbain. Comme vous le montre la petite infographie, il s'agit en fait du dôme de chaleur qui persiste notamment la nuit sur les villes par rapport à l'environnement rural autour de ces villes, du fait du béton qui va redistribuer la chaleur, du manque de structures végétales, etc. Et ça permet d'identifier les zones urbaines les plus exposées à la chaleur, surtout nocturne, donc, et de quantifier cet îlot de chaleur. Le troisième indicateur, qui est un petit peu une combinaison des 2 indicateurs précédents, plus beaucoup d'autres, permet d'identifier les logements à risque de surchauffe estivale. Donc au final, l'appariement entre Constance et la BDNB a pu se faire sur plus de 270 000 adresses et concerner plus de 185 000 volontaires, soit plus que de 20% de la cohorte, avec 20% des adresses en Île-de-France et 44% qui étaient situées dans la classification INSEE de ville-centre. Donc la classification INSEE, soit il y a rural, soit il y a 3 types d'urbains. On est dans une ville isolée, donc une ville sans banlieue, soit on est dans une ville avec banlieue, et dans ce cas-là, on va séparer la ville qui est au centre de cette banlieue de la banlieue. Donc la ville-centre, si vous devez retenir, c'est une ville qui a des banlieues, et c'est la ville au milieu de cette banlieue, donc Paris typiquement. Alors ces 185 000 volontaires, qui étaient-ils ? Eh bien, il y avait 54% de femmes, ils avaient 45 ans, lors de leur résidence dans ces bâtiments, et il y avait à peu près 60% qui avaient un niveau d'études au moins du bac plus 2. Je vous donne ces caractéristiques pour ensuite pouvoir comparer avec les 3 indicateurs de bâtiments. On va commencer par le diagnostic de performance énergétique. Donc, il faut savoir qu'un des grands avantages de cette donnée, c'est que le CSTB n'a pas simplement utilisé les données déclarées par les propriétaires de bâtiments, mais a resimulé tous les bâtiments sur l'échelle de tout le territoire, parce qu'avec les données déclaratives, et je parle sous le contrôle de mes collègues du CSTB, il y avait quand même un grand nombre de trous dans la raquette, et en plus de ça, ça permettait d'avoir un indicateur lissé et homogène sur l'ensemble du territoire. Donc ça a fait qu'on avait pu avoir des données disponibles pour plus de 90% des logements qui avaient été appariés entre Constance et la BDNB. Et parmi ces logements, il y avait 9% de passoires énergétiques, donc en DPE, F ou G, soit plus de 22 000 logements, et ce qui est assez cohérent avec la distribution nationale de l'ensemble de la BDNB, en tout cas pour les logements résidentiels. Et quand on compare les passoires thermiques aux autres, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de différence entre l'âge moyen au moment de la résidence, il n'y a pas de différence de sexe ratio, il n'y a pas trop de différence entre le fait qu'on soit retraité ou non, mais il y a un petit peu de différence spécifiquement sur le fait d'habiter en ville-centre. Donc les logements F et G, donc passoires énergétiques, étaient préférentiellement dans les villes-centres. Si on passe aux îlots de chaleur urbains, donc pour rappel,
Il s'agit de la combinaison de la forte densité de bâtiments qui sont en béton, combinée à une forte activité humaine. Donc on emmagasine la chaleur l'été. Il y a un manque de végétation et une structure de végétation qui fait que on ventile mal la chaleur et donc la nuit ça redistribue. Donc il fait plus chaud en ville qu'en ruralité. L'avantage de la BDNB, c'est qu'on a un indicateur, encore une fois, homogène sur tout le territoire. Il faut savoir que l'indicateur de chaleur urbain, c'est quelque chose d'assez difficile à obtenir. C'est souvent très dépendant des villes. Et nous, on ne veut pas forcément d'un patchwork dans tout le territoire. On veut vraiment une base de données qui nous permet d'avoir un indicateur fiable et homogène. Et c'est le cas avec la BDNB qui propose en fait l'écart de température par rapport à la ruralité. Donc cet indicateur était disponible pour tous les logements appariés entre Constance et la BDNB en zone urbaine et la médiane était de 2,6 degrés par rapport à la ruralité avoisinante, pour les logements urbains encore une fois. Donc quand on compare les logements qui étaient dans un îlot de chaleur urbain d'au moins 2,6 degrés, on se rendait compte, encore une fois, qu'il n'y avait pas forcément de différence d'âge ou de sexe ratio, mais il y avait proportionnellement, il y avait moins de retraités dans ces îlots de chaleur plus forts par rapport aux îlots de chaleur moindres. Il y avait plus de diplômés de Bac+2 et là encore, il y avait une surreprésentation des villes-centres. Sachant que là, il n'y a pas la ruralité. On a soit ville isolée, banlieue ou ville-centre. Enfin, concernant l'indicateur de surchauffe du bâtiment, il faut savoir qu'il est en 10 catégories basé sur un emmagasinement de degrés, si je ne dis pas de bêtises. Il est basé sur les caractéristiques à la fois du bâtiment et de son environnement, donc sur le DPE, l'effet d'îlot de chaleur urbain et d'autres variables que je n'ai pas mentionnées là. Et cet indicateur était disponible pour un petit peu plus de 90% des logements appariés entre Constance et la BDNB. Et quand on regarde l'indicateur 10, qui est l'indice vraiment d'inconfort thermique, c'est-à-dire les logements dont la température peut augmenter jusqu'à 28 degrés en intérieur l'été, donc c'est vraiment très inconfortable, surtout pour des questions de sommeil. Et bien là, encore une fois, quand on compare les bâtiments qui sont en inconfort thermique par rapport aux autres, on a surtout des différences de diplômes et de localisation dans des villes-centres par rapport aux banlieues, à la ruralité ou aux villes isolées. Donc, les perspectives de ce travail sont de consolider encore un petit peu ces résultats préliminaires que je viens de vous présenter et surtout d'utiliser les données dans le projet d'études en cours sur les liens entre vagues de chaleur et consommation de soins dans Constance, financé par la plateforme de données de santé en collaboration avec Météo France et le CSTB. Ça va nous permettre de voir si le fait d'être dans une passoire thermique ou dans un logement inconfortable thermiquement ou dans un îlot de chaleur fort, ça va moduler les relations entre les vagues de chaleur et le surrisque de consommation de soins. On va pouvoir aussi également aller potentiellement plus loin en regardant quels sont les sous-scores pertinents. Est-ce qu'il s'agit du matériau de construction du mur ou de la toiture ou de la surface vitrée qui va pouvoir nous indiquer éventuellement quelles sont les possibilités pour que les populations s'adaptent face au changement climatique. Quelque chose d'intéressant aussi, à mon sens, ce serait de mieux comprendre les conditions de logement selon les caractéristiques socio-démographiques, donc de mieux comprendre la sociodémographie du bâtiment. Dans Constance, on a quand même beaucoup de ressources et de données, comme on l'a vu ce matin. Là, je vous ai présenté quelques caractéristiques descriptives vraiment basiques, mais je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin et de comprendre aussi ce qui fait qu'on habite dans tel ou tel logement. Et ces données seront bien sûr mises à disposition de la communauté de recherche dans l'infrastructure Constance pour de futurs projets. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je me posais la question sur la mise à jour de cette base de données. Dans quelle mesure des nouveaux aménagements, comme la végétalisation de certains quartiers qui peut agir sur les îlots de chaleur urbains, sont pris en compte? Est-ce qu'il y a une fréquence, il y a une mise à jour de cette base de données? Et est-ce que vous avez retracé l'histoire résidentielle
à partir de cette base de données? Enfin, vous avez utilisé... Alors, là, je vais parler sous le contrôle de mes collègues du CSTB qui pourront dire si je dis des bêtises ou pas. Alors, tout d'abord, il y a une amélioration constante, effectivement, des indicateurs qui sont reconstruits. C'est-à-dire qu'au-delà du croisement entre les 20 bases de données spatiales, quand il y a vraiment une valeur ajoutée plus du CSTB pour recalculer des indicateurs, il y a une amélioration permanente. Par exemple, maintenant, les îlots de chaleur urbains ont été recalculés. L'indicateur de surchauffe du bâtiment également. Donc, tout ça est un petit peu adapté au fur et à mesure des connaissances. Et nous, on pourra bénéficier d'une mise à jour de ces données. Il suffira, entre guillemets, de réactiver le circuit de données après les autorisations réglementaires. Après, pour le reste, là, on a pris en compte toutes les adresses que la cohorte avait à disposition depuis 2012, mais il y a, à ma connaissance, pas de... Par exemple, un indicateur calculé en 2012 sera calculé de la même manière en 2022. Il y aura pas forcément... ce ne sera pas millésimé année par année, me semble-t-il. Alors moi, j'ai une question aussi. Merci. Merci pour ces perspectives de recherche. Vous parlez de logement. Est-ce que c'est au niveau du SSTB, il y a les données au niveau aussi des bâtiments des établissements d'enseignement, par exemple? On aura l'adresse normalement dans un projet qu'on est en cours de développement. On est en cours de développement. Est-ce qu'on aura aussi ces indicateurs pour si on a l'adresse du logement de travail? Alors pour l'instant, on a fait le travail pour les adresses résidentielles des volontaires. S'il y a un besoin de faire des appariements avec d'autres données, j'imagine qu'il faudra adapter le circuit, mais c'est du domaine du possible, j'imagine. On peut peut-être apporter des compléments, oui. Emeline. Donc nous, on est du CSTB. Donc simplement pour apporter une précision, la BDNB, c'est une base de données qui existe depuis, on va dire, 3-4 ans. Et elle est en perpétuelle rénovation, renouvellement. On émet un millésime tous les 3 mois à peu près. Donc la question que vous posiez sur les aménagements, oui, c'est pris en compte puisque toutes les données publiques, elles sont remises à jour. Donc le croisement de toutes ces données publiques est remis à jour aussi. Et ce que disait Emeline en complément, c'est que on fait du complément de données, on fait de la simulation pour les données manquantes et on fait des développements et des simulations pour des indicateurs spécialisés qui peuvent être faits, à la limite, à la demande, projet par projet. Donc, bienvenue. Mais je m'adresse à vous là justement, mais je n'ai pas très bien compris. Est-ce que ces données sont historisées? On a quand même 80 000 participants qui ont donné toute leur histoire résidentielle depuis leur naissance, toutes leurs adresses. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire que si j'habitais 31 rue Michel Lecomte, qui était mon adresse quand j'étais enfant, à cet âge-là, quand j'avais 10 ans, ce qu'il en était, est-ce que c'est possible ou pas? Non, je ne crois pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que comme on a plusieurs millésimes par an, on peut avoir l'historique des différents millésimes. Malheureusement, je doute qu'on remonte au-delà de la naissance de la VDNB. Moi, j'ai peut-être une dernière... Juste, excuse-moi, parce que j'ai peut-être raté quelque chose, mais justement, moi, j'ai bien compris qu'il y avait 3 degrés, pratiquement 2,6 degrés d'écart. Et pour l'instant, il y a... entre les... Est-ce qu'il y a des... Pas encore regardé, mais il y a des différences entre pathologies infectieuses, machin, etc. Ouais, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emeline. Et maintenant, on accueille Bénédicte Jacquemin qui va nous parler d'espace vert et de santé.